de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot sur Westrack, il est 8h passé de 1 minute. Merci d'être à l'écoute de votre radio locale et bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. Le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. On est parti pour passer 1 heure ensemble. Et au programme de cette émission, il y aura la météo, l'infotrafic, l'interview de Dominique Rougeventre par Manille. Il va nous parler de son association Le Havre contre la peine de mort. Et après, vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et on débute sans plus attendre avec les informations locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Lignes 9 et 19 au Havre, des bus pas comme les autres pour la Journée mondiale de l'art. À l'occasion de la Journée mondiale de l'art qui se déroule aujourd'hui, le service de transport en commun LIA affecte ses bateaux-bus aux lignes 9 et 19 au Havre toute la journée. L'occasion de faire rimer voyage et balade artistique. Le service de transport en commun LIA dispose en effet de 10 bus de cette sorte, issus d'un été au Havre 2024. Durant cette manifestation culturelle, l'illustratrice Cosmo d'Anchin-Amar avait représenté des navires bien connus des Havrais, comme par exemple le Normandie, le Washington, la Drague, Brittany Ferry, etc. sur 10 véhicules du réseau de transport LIA. Avec l'idée de rouler dans la cité Océane durant 5 ans. Chaque bus de la série est affecté quotidiennement à des lignes différentes. LIA annonce en outre sur Facebook que des tickets de transport à l'effigie des bateaux-bus seront bientôt disponibles sur les distributeurs aux stations de tram. Job d'été 2026, à Gonfreville-Lurcher, un forum pour décrocher un contrat saisonnier. À Gonfreville-Lurcher, le forum Job d'été revient demain de 13h à 18h à la salle des fêtes Arthur Fleury pour aider les 16-30 ans à trouver un emploi saisonnier. Entre job dating, offres d'emploi et conseils, recruteurs et jeunes candidats se rencontreront. Objectif de l'événement, favoriser les rencontres entre recruteurs et candidats à la recherche d'un emploi saisonnier. Côté recruteurs, on trouvera plusieurs entreprises et associations de différents domaines d'activité, nettoyage, aide à domicile, secteur de l'animation et de la formation. Certains de ces acteurs proposeront également des CDI ou des contrats étudiants au-delà de la période estivale. Attention, les organisateurs précisent que les candidats doivent se munir d'un CV. Outre les entreprises et associations pourvoyeuses d'emploi, d'autres structures seront présentes, comme France Travail, la mission locale, Info Jeunes, des agences d'intérim ou encore des organismes de formation. Au Havre, découvrez un bunker allemand, secret et rarement accessible au public. Invisible depuis la mer et dissimulé sous les silex, le poste de commandement chef de co ouvre exceptionnellement ses portes ce samedi. Une visite rare pour explorer ce bunker méconnu, installé au cœur du lycée Jeanne d'Arc du Havre. Elle sera animée par l'association Le Havre Histoire et Patrimoine. Pendant 45 minutes, les membres de l'association plongent les visiteurs dans les entrailles de ce bunker singulier, réparti sur 3 niveaux. Ce lieu, chargé d'histoire, abritait autrefois le commandement des batteries d'artillerie côtière de l'armée de terre allemande. 4 créneaux sont proposés pour cette visite du 18 avril. Les créneaux de 14h et 15h sont complets, mais vous pouvez encore réserver pour ceux de 16h et 17h. D'autres dates seront prévues en juin. Il faudra aussi prévoir des chaussures adaptées.
Le Havre, le chanteur Pete Doherty en concert pour les 30 ans du McDade's. Ce samedi 18 avril, le pub McDade's fête ses 30 années d'existence en grande pompe. Groupes et artistes locaux seront présents dès 14h avant de finir la journée en beauté avec la venue de Pete Doherty. Au programme de cette grande journée de fête, des invités locaux pour danser et chanter jusqu'au soir, le duo de rock havrais Primitive Limousine, le chanteur folk Olivier Durand, la chorale de l'Hydro ou encore le groupe de danse irlandaise de Souffle Celtique. Karaoké, goodies et autres surprises sont également au rendez-vous. La journée de fête accueille également un invité exceptionnel, le chanteur Pete Doherty, cofondateur des groupes Libertines et Baby Shambles, qui trace sa route musicale seul comme accompagné depuis plusieurs années. Depuis qu'il a posé ses valises en famille à proximité d'Étretat, le chanteur participe régulièrement à des concerts dans la région en toute simplicité. Entrée libre à partir de 14h. La ville de Duclair lance un appel à participation pour une exposition photo. À vos appareils photo. La ville de Duclair lance un appel à participation pour la future exposition estivale Duclair en images, regards croisés. Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 15 mai. Il est demandé aux habitants, visiteurs, amateurs et professionnels de capturer la commune sous toutes ses facettes, paysages, bords de Seine, patrimoine, scènes de vie, nature et biodiversité ou bien détails insolites. Un dossier comprenant 3 photos par personne doit être envoyé avant le 15 mai à la mairie de Duclair. Aucune condition d'âge n'est requise. Par contre, pour les mineurs, une autorisation parentale pourra être demandée. La sélection se fera notamment sur l'intérêt artistique, la mise en valeur du territoire, la qualité technique des visuels et la cohérence avec le thème. Jusqu'à 25 panneaux seront exposés de juin à septembre 2026 sur les quais de Seine. Le vernissage aura lieu le vendredi 26 juin à 17h30 sur la péniche de Duclair. 8h07 désormais sur Westrack. On fait maintenant la météo. Aujourd'hui, au Havre, l'état du ciel restera changeant. Ça s'éclaircira tout de même dans l'après-midi. Normalement, il n'y a aucun risque de pluie. Pour ce qui est, en tout cas, des températures, elles seront comprises entre 9 et 16 degrés au cours de la journée. Elles seront 3 degrés au-dessus de la normale. L'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. En ce qui concerne la mer maintenant, la marée sera haute ce matin vers 11h. Juste avant 18h, la mer descendra pour atteindre son niveau le plus bas. Et enfin, aux alentours de 23h15, on aura de nouveau une pleine mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h09 sur Westrack Radio, merci de votre fidélité. Je vous propose qu'on se laisse porter par la playlist et ses nouveautés. On commence avec Pain, une chanson de Schalk, et ce sera suivi par Mode Selector avec This Track Kills Fascism. Et ensuite on regardera l'état de la circulation. Belle matinée et bonne écoute. Come kiss my ring, I'll be the king. Just live your life.
fascism. This track kills 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 fascism. Mode sélecteur à l'instant sur Westrack. This track kills fascism. 8h16, c'est l'heure de faire un point sur la circulation. Ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, ça roule bien dans l'ensemble. On remarque pas forcément d'embouteillage. Attention, il y a tout de même pas mal de travaux, notamment sur la rue de la Vallée, sur la rue de Midoff, ainsi que sur l'avenue Jean Jaurès, et puis également à côté du bassin Vauban, sur cours Lafayette, fermé donc dans les deux sens. Que ce soit en ville basse comme en ville haute, ça roule donc bien ce matin, mis à part du coup près de l'entrée de ville
du Havre et de la gare où il y a pas mal de travaux. On regarde à Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée ou encore Harfleur. Eh bien, rien à signaler ce matin, ça roule bien. À Montivilliers, on remarque un embouteillage sur la rue Michel, donc c'est dans le centre-ville. Mais mis à part ça, franchement, rien d'autre à signaler. Sur la 29, ça roule bien. Sur le pont de Normandie également. Puis au niveau de la 131, quand on va en direction du pont de Tancarville, c'est fluide ce matin et sur le pont de Tancarville également. Donc voilà, la situation au niveau de la route et donc du trafic ce matin est vraiment bonne. Soyez tout de même prudents. Merci d'écouter Westrack. Merci encore d'être toujours à l'écoute de votre radio locale. Il est désormais 8h18. Tout de suite, c'est l'interview de Dominique Rougeventre par Manille. Aujourd'hui, sur Westrack, nous allons parler d'un sujet qui, malgré l'abolition en France depuis 1981, reste une réalité dans plusieurs régions du monde, la peine de mort. Si elle appartient désormais à l'histoire juridique française, la peine capitale continue d'être appliquée dans certains pays et de nombreuses associations poursuivent un travail de sensibilisation pour défendre son abolition universelle. C'est notamment le cas du mouvement Le Havre contre la peine de mort, qui mène depuis plusieurs années des actions de réflexion et de mobilisation ici au Havre. En ce moment, l'association propose une exposition intitulée « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche » présentée à l'AREC. Cette exposition propose une rétrospective d'affiches réalisées depuis la création en 2003 de la journée mondiale contre la peine de mort. Un travail graphique et militant qui permet de parcourir plus de 20 ans de campagne internationale contre la peine capitale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Rougeventre, fondateur du mouvement Le Havre contre la peine de mort. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter le mouvement Le Havre contre la peine de mort et les actions qui sont menées ici au Havre ? Alors déjà, vous avez utilisé un terme que j'apprécie énormément, c'est mouvement, dans le sens où on n'est pas une association. Je tiens à le préciser à chaque fois, on n'est pas une antenne havraise d'une grosse ONG, style Amnesty International, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ou la Ligue des droits de l'homme. On est un mouvement qui rassemble des gens de toute obédience. Bon, il y a à la fois des militants qui sont issus d'Amnesty International, d'autres qui sont chrétiens et qui, de par leur foi, estiment que la peine de mort c'est à proscrire. Donc on réunit c'est la réunification de tous ces gens-là avec pour seul mot d'ordre l'abolition universelle de la peine de mort, comme vous l'avez si bien dit en introduction. Pourquoi c'est si important pour vous de vous différencier des grandes associations ? Parce que en fait, avec la pratique, on a pu constater que chaque association a ses, je vais pas dire son sujet de prédilection, mais son cas particulier. Par exemple, Amnesty va mettre plus en évidence un condamné à mort aux États-Unis dans une prison bien précise, une situation bien précise, alors que d'autres mouvements abolitionnistes vont parler d'une autre personne. Et nous, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de parler de tous ces cas. Ne pas se limiter à une seule personne mise en lumière par une ONG. Parce qu'il faut savoir que, en fait, Amnesty, c'est quand même la référence au niveau mondial. Je dis référence aussi parce que dans peu de temps, nous allons avoir, début mai, les chiffres annuels. Les chiffres annuels, vous avez dû en entendre parler au niveau des médias. C'est un petit peu l'état des lieux de la situation de la peine de mort dans le monde avec le nombre d'exécutions qui sont pratiquées par les différents États. Et ce boulot-là, c'est fait par Amnesty. Et c'est le rapport annuel sur la peine de mort, c'est le boulot d'Amnesty qui recense en fait un travail qui est déjà fait. Enfin, je vais dire que c'est la compilation, en fait, le travail qui est déjà fait notamment aux États-Unis par une grosse organisation qui fait déjà ce boulot-là, qui en fait collecte toutes les informations et font déjà un recensement au niveau des États-Unis. D'autres, dans d'autres pays, le font également. Et Amnesty, en fait, fait la synthèse de tout ça. Et le document de référence pour les abolitionnistes, c'est ce rapport qui sort tous les ans. Amnesty fait ça, mais d'autres agissent, et je pense notamment aux pays d'Asie du Sud-Est, sont mobilisés eux aussi pour des cas bien précis, et je pense qu'il est important aussi même si on en parle très peu au niveau des médias français, de les mettre en avant aussi, nous localement, et j'espère voire nationalement. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à vous engager dans ce combat contre la peine capitale ?
Alors là, c'est une vieille histoire. J'étais adolescent, j'étais partisan de l'abolition de la peine de mort et mon père était pour la peine de mort. Donc gros sujet de discussion au sein de la cellule familiale. Et puis j'avais comme idole, et je l'ai toujours quelque part, Badinter qui se battait déjà avant qu'on puisse avoir la loi en 81 pour l'abolition de la peine de mort. Donc ça a été un petit peu mon guide, quoi. Enfin, je vais dire, je vais pas dire c'est dans mes gènes, mais c'est un truc qui me motive depuis mon adolescence. Et puis même si j'ai milité pour les droits humains, c'est cette thématique-là qui me fait avancer. On pourrait penser que ce combat appartient désormais au passé en Europe, en tout cas. Pourquoi reste-t-il, selon vous, profondément d'actualité ? Alors effectivement, on peut se satisfaire des chiffres. Je dis les chiffres, c'est-à-dire c'est le nombre de pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Ils sont de l'ordre de 54. Bon, ça c'est peu. Bon, il y a d'autres chiffres très intéressants. Il y a tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle le moratoire au niveau des États sur faire une pause au niveau de la peine de mort. Et il faut savoir que le nombre d'États qui votent cette résolution au sein de l'ONU augmente à chaque fois. Donc c'est encourageant, tout ça. On peut se dire, tout va bien, enfin on est dans la bonne voie. Mais il s'avère que depuis 2-3 ans après le Covid, en fait, on assiste à une recrudescence inquiétante du nombre d'exécutions dans les pays qui pratiquent la peine de mort, mais aussi des États qui avaient aboli la peine de mort, et on commence à dire il faudrait rétablir la peine de mort. J'en profite également pour dire que même en France, il y a des pétitions qui circulent réclamant le rétablissement de la peine de mort. Alors qu'il faut savoir que la peine de mort en France a été abolie d'une part par un texte de loi, le 9 octobre 1981, et puis quelques années après, sous l'impulsion de Jacques Chirac, elle a été inscrite dans la Constitution. Donc, si on veut rétablir la peine de mort, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie la Constitution. Bon, vous imaginez ce que ça peut être. Et puis d'autre part, on est tenu, nous, État français, à des textes internationaux. Je pense notamment à l'adhésion à la communauté européenne. Il faut avoir aboli la peine de mort, ce que la France a fait. Ce qui justifie sa place au sein de l'Union européenne. Donc ça nécessiterait tout un travail législatif et de texte pas possible. Et pour arriver à quoi ? Enfin, je vois pas de l'utilité, quoi. Mais je tiens à le rappeler parce que souvent il y a des fractions politiques qui suscitent ça au sein de la population en disant faut rétablir la peine de mort, en sachant pertinemment que ça sera pas si simple que ça, et puis suffit d'un crime odieux pour que des courants comme ça réapparaissent et fassent la une des médias. Mais justement, j'allais poser la question, quels sont les arguments avancés par ceux qui défendent la peine de mort ? Ils vont dire souvent c'est dissuasif, alors que c'est complètement faux. Ça a été vérifié au niveau statistique, au niveau mais scientifique. Donc c'est pas parce que je dis que c'est faux parce que je suis contre la peine de mort que c'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est statistiquement ça a été prouvé que c'est pas parce qu'on a aboli la peine de mort qu'il y a plus de crimes. Et ça s'est vu au niveau des États aux États-Unis sur une fraction de 10 ans. Ils ont constaté que les États où il y avait eu l'abolition de la peine de mort, bien au contraire, le taux d'homicide était inférieur aux États où se pratiquait encore la peine de mort. Donc ça, c'est des faits scientifiques. Et puis, c'est pas parce qu'on va mettre la peine de mort que ça va empêcher des criminels d'agir ou, je dirais, des terroristes, bien au contraire, quoi. Et donc pour des mouvements abolitionnistes comme le vôtre, c'est pas très compliqué de répondre à ces arguments. Non, mais il faut expliquer. Et puis j'ai pour habitude, quand j'interviens en milieu scolaire et même au sein de la REC, là où est l'exposition actuellement, de dire que je suis pas là pour faire du prosélytisme. Bien au contraire, moi j'essaye d'exposer ma position personnelle. Les gens peuvent à un moment, à un instant T, penser que la peine de mort est bénéfique pour la société. Moi je leur donne seulement des éléments de réflexion. À eux de faire leur chemin. Vous en avez un petit peu parlé, enfin en tout cas du lieu, la REC. L'exposition que vous présentez actuellement, qui s'intitule « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche », de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, je vais rappeler ce que vous avez dit, parce que vous avez fait une synthèse très correcte de l'exposition. Effectivement, alors, il faut savoir que depuis 2003, au niveau international, a été reconnue la journée mondiale contre la peine de mort, qui est le 10 octobre. Donc ça, c'est une date à se souvenir. Et chaque 10 octobre, en fait, la coalition, on appelle ça la coalition mondiale des organisations abolitionnistes, lance une thématique en lien avec la peine de mort. Il y a eu, par exemple, la nécessité d'avoir un avocat
pour qu'il y ait un procès juste et équitable. Donc à chaque fois, une thématique est choisie chaque année et en parallèle, une affiche fait le reflet, est le signe évocateur de la thématique choisie par les organisations. Donc à la REC, il y a possibilité actuellement de voir cette rétrospective des affiches. Une année, c'était plus une dominante sur les répercussions du trafic de drogue par rapport aux condamnations à mort. Une autre année, c'était les répercussions qu'avait la peine de mort par rapport aux familles. Je dis aux familles, mais d'une façon très large, aux familles des victimes, mais aussi aux familles du condamné à mort. Parce qu'il est bien évident que c'est pas parce qu'il y a un condamné à mort que ça part des répercussions psychologiques sur toute une famille. Et même sur les familles des victimes. Et là, j'en profite pour citer un exemple, en suivant des cas aux États-Unis de condamnés à mort où il y a des campagnes pour demander la clémence. Il y a des fois des choses pas surprenantes en soi, mais qui interrogent des familles de victimes, malgré la douleur qu'ils ont pu subir, demandent quand même la clémence pour la personne qui a commis l'acte. Donc, ce qui prouve que ça peut changer tout ça, quoi. Vous avez un petit peu évoqué les thématiques qui structurent cette exposition et certaines de ces affiches évoquent notamment les femmes condamnées à mort ou les enfants de condamnés. Pourquoi ces réalités ont-elles été particulièrement mises en lumière ? Alors les femmes, c'est tout récent, il y a tout un travail de fait actuellement par les organisations abolitionnistes, la coalition, pour réfléchir à l'impact. Alors il faut savoir qu'en fait, il y a des femmes condamnées à mort, il y en a, et c'est un peu mis sous silence. Il y a 3 jours, c'était le 8 mars, le focus était mis sur les droits des femmes, mais en fait on les oublie. Le 9 mars c'est fini, quoi. On fait le recensement de ce qui s'est passé, et après le 10 mars on passe à autre chose. Et en fait, sur les femmes condamnées à mort, c'est le même principe, quoi. Elles sont invisibilisées, quoi. Donc c'était l'occasion pour la coalition mondiale de mettre l'accent là-dessus, de dire mais il y a des femmes qui sont condamnées à mort. Je pense notamment à un cas bien précis, Melissa Lucio. Alors je la cite volontairement, au Texas, qui a été condamnée d'infanticide il y a quelques années et elle a failli être exécutée. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, tout ça grâce, et je dis bien grâce, à un documentaire qui a été fait sur son cas par une Française. Le documentaire, il s'appelle Melissa Lucio contre l'État du Texas, qui retrace sa vie et qui démontre finalement que sa condamnation n'avait pas lieu d'être. Donc, par une mobilisation internationale, l'exécution n'a pas eu lieu. Mais ceci dit, Melissa Lucio est toujours en prison, est toujours dans le couloir de la mort, même si elle n'a pas été exécutée en avril il y a 2-3 ans. Donc, il faut encore se battre pour qu'elle sorte de prison. Alors qu'elle n'a jamais attenté à la vie de son bébé, quoi. C'est une chute accidentelle, et en fait, sous la pression des policiers, elle a avoué, quoi. Parce qu'elle n'en pouvait plus de la pression qu'elle avait à subir. C'est très important d'en parler, et justement, j'avais une question. À travers ces affiches, est-ce qu'on observe une évolution du discours ou une évolution des stratégies de sensibilisation au fil des années ? Bonne question, je dirais les deux. Au tout début, c'était non à la peine de mort. Je dirais un message tout simple. C'était le seul slogan, d'une certaine façon. Et puis, je vais dire, les mouvements abolitionnistes se professionnalisent, entre guillemets, deviennent de plus en plus experts et s'intéressent à des questions bien précises. Travaillent au niveau de la loi, au niveau des textes internationaux et tout ça. Donc, les approches sont complètement différentes maintenant d'il y a des dizaines d'années, quoi. L'actualité rappelle que la peine de mort n'a pas disparu, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez rappelé le cas de Melissa qui a échappé, enfin en tout cas pour le moment, à cette sentence. On pense par contre aux exécutions qui ont récemment eu lieu en Floride. Comment est-ce que ici au Havre, avec votre mouvement, vous recevez ce type d'informations ? Alors comment on les reçoit ? On est en lien avec une organisation abolitionniste en Floride. On est au courant de tous les cas, si vous voulez. Donc on est incité à faire aussi campagne, faire signer des pétitions, intervenir auprès du gouverneur de Floride, le gouverneur qui s'appelle Ron DeSantis, qui a son actif, je dirais, on peut lui décerner une palme, dans le sens où en 2025, grâce à lui, entre guillemets, 19 exécutions, un chiffre record depuis 2009 au niveau de l'État de Floride. Et là, vous venez de le rappeler récemment, depuis le début de l'année, on est déjà à 3 exécutions en Floride. Ce qui souligne qu'en fait, c'est presque une exécution toutes les 2 semaines, quoi. Et il y a encore fin mars, une autre exécution de prévue en Floride. Donc, nous, on reçoit des informations, je dirais, notamment de cette organisation-là spécifique en Floride. Mais il y a aussi des mouvements chrétiens aussi aux États-Unis qui alertent sur les situations des condamnés à mort dans différents États.
Pour ce qui est spécifiquement de la Floride, donc c'était l'organisation abolitionniste de Floride, mais il y a aussi une grosse organisation laïque au niveau des États-Unis qui fait le même travail, qui recense toutes les condamnations à mort et qui font des campagnes et qui sont là le jour où il y a l'exécution pour sensibiliser la population, pour rappeler la personne, pour rendre hommage à la personne. C'est assez surprenant quand même parce qu'on n'est pas sans savoir qu'aux États-Unis, la religion elle a une forte place et un grand pouvoir, notamment sur la politique. Et là, de voir que ce sont les mouvements chrétiens qui luttent contre ce qui est proclamé, comment ça s'explique ? Je n'ai pas d'explication, mais alors, ce qui est dans les faits un peu, enfin, je vais pas dire troublant, mais intéressant, il y a souvent des condamnés à mort qui passent des années et des années dans le couloir de la mort, qui à un moment se convertissent, sont touchés par une religion, quelle qu'il soit, que ça soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, et une espèce de rédemption pour faire acte de repentance, comprennent avec le message d'un au-delà, se mettre dans la foi, quoi, espèrent retrouver une paix intérieure. Et ça, c'est assez surprenant. Et souvent, il faut savoir qu'il y a des gens, enfin notamment des mouvements religieux, qui accompagnent ces personnes, ces condamnés à mort, que ça soit la religion chrétienne, musulmane, mais aussi la religion juive, parce qu'il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il y a des organisations religieuses juives qui militent contre la peine de mort et qui font campagne actuellement aussi, parce que il y a de grosses inquiétudes tout de suite, notamment en Israël, sur un rétablissement. Il y a des textes qui sont soumis au Parlement pour des rétablissements de la peine de mort en Israël. Donc il y a des mouvements, je vais dire juifs, qui se battent actuellement contre cet esprit-là, quoi. Parallèlement à l'exposition, vous organisez également un concours intitulé « Dessine-moi l'abolition ». Quel en est le principe ? Alors, ce concours, c'est pas tout à fait nous. En fait, on est le relais. Comme je disais, mouvement n'étant pas affilié à une grosse organisation, ce qui nous permet d'être le relais de campagne menée par d'autres. Nous, localement, on n'est pas sectaire. Tant qu'on est sur la même ligne, abolition universelle de la peine de mort, on est preneur. Je caricature, mais c'est un peu ça. Pourquoi ce concours ? Au mois de juin, date importante. Badinter est entré au Panthéon l'année dernière. Et puis, date importante au niveau de la France. La France va accueillir fin juin, début juillet, le congrès mondial des organisations abolitionnistes à Paris. Donc c'est quand même un événement, ça sera la première fois en France que se tiendra un tel événement. Et ceux qui sont chargés de l'organisation, c'est une organisation qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort et qui, à ce moment-là, lance un concours de dessin destiné aux jeunes, ados et jusqu'à 25 ans, de dessiner une affiche qui sera présenté lors de son congrès national et qui servira aussi ensuite pour outil de promotion de l'abolition de la peine de mort. Donc c'est un événement qui nous a paru important de mettre en évidence, même localement. Et pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser aux auditeurs qui nous écoutent ? Alors, plusieurs messages. Premier message, on a parlé de l'expo à la REC. Moi, j'inciterais les gens qui connaissent pas la REC, d'une part, d'aller les rencontrer, parce que j'ai un petit faible pour la REC. Ils mènent un boulot énorme d'action sociale et de valorisation des personnes et tout ça. Donc, ça nous a paru important aussi d'être présent dans un tel lieu. Donc, allez voir d'une part l'expo et contactez-nous pour la prendre aussi chez vous. Apprendre chez vous, c'est-à-dire que ce soit les établissements scolaires, les centres de formation, tout type de public nous intéresse. Et puis, dernier message, dimanche, nous allons voter. Plusieurs campagnes sont en liste au Havre. On a réfléchi à un moment si on n'allait pas leur adresser à chacun des engagements à signer, mais bon, on s'est dit qu'on va peut-être perdre du temps pour ça, mais on tient quand même à leur demander d'une part. Badinter est entré au Panthéon, c'est bien, enfin on est très fiers, mais je pense qu'on serait d'autant plus fiers si un lieu public au Havre portait le nom de Badinter. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai parlé du 10 octobre, journée mondiale contre la peine de mort. Il faut savoir qu'il y a une deuxième journée qui est le 30 novembre. Chaque 30 novembre a lieu ce qu'on appelle Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort. Et pourquoi le 30 novembre de chaque année ? Parce que tout simplement, c'est la date de la première abolition de la peine de mort qui a eu lieu le 30 novembre 1786. Vous voyez le chemin qu'il a fallu parcourir. 1786 en Toscane, le duché de Toscane abolit la peine de mort. Et nous, en France, 1981. Grâce à des visages de l'abolition, je pense à Badinter naturellement, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Jaurès, Lamartine, il y en a eu tant d'autres. Donc c'est un combat qui n'est pas fini.
Donc par rapport au municipal, je reviens sur ces 2 dates-là. Nous, on aimerait bien que ces 2 dates-là soient inscrites dans le calendrier des manifestations municipales, au même titre que la journée des droits des femmes, que la journée pour la Convention des droits de l'enfant, qu'il y ait des manifestations organisées entre la ville, l'institution et les organisations abolitionnistes, quelles qu'ils soient, pour commémorer ces dates-là. Voilà, c'est le message qu'on lançait aux différents candidats pour la municipalité du Havre. Merci beaucoup pour toutes ces informations et merci surtout d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'exposition Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche est à découvrir à l'AREC jusqu'au 20 mars. Une exposition qui permet de parcourir plus de 20 ans d'engagement graphique et militant autour de la journée mondiale contre la peine de mort et de mieux comprendre les enjeux contemporains de ce combat. Toutes les informations sont à retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Comment ça se passe ? Sur notre page Facebook. C'est essentiellement notre page Facebook. Donc sur Le Havre contre la peine de mort. Voilà, tout simplement. Merci encore d'être passé sur Westrack. Merci à vous encore. À bientôt. À bientôt, oui. Et merci à Dominique Rougeventre et puis à Manille pour ces questions. 8h presque 38, vous êtes bien sur Westrack avec le Réveil à l'Ouest. Dans cette deuxième partie de matinale, retrouvez la découverte musicale Ferrarock, l'agenda sorti, un nouveau point sur les infos locales et tout de suite, votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. C'est une petite assiette qui sent bon, le retour des beaux jours. Aujourd'hui, on met à l'honneur un produit de saison qu'on oublie parfois, le pamplemousse. Encore bien présent sur les étals au printemps, il apporte ce peps acidulé qui réveille tout. Et franchement, on en a besoin après l'hiver. Alors, on oublie le simple demi-pamplemousse au sucre, même si c'est délicieux, et on le cuisine en version salée et tiède. On vient prélever de beaux suprêmes de pamplemousse qu'on fait doucement revenir à la poêle avec un filet d'huile d'olive et une cuillère de miel. Là, la magie opère, l'acidité s'adoucit, le fruit devient fondant, légèrement caramélisé et le parfum commence à envahir la cuisine. On ajoute ensuite une poignée de noix ou d'amandes pour le croquant et on dépose le tout sur un lit de roquette bien fraîche. Pour finir, on émiette de la feta par-dessus, le petit twist salé qui équilibre parfaitement l'ensemble. Un tour de poivre, quelques herbes si vous en avez sous la main et voilà une assiette simple, rapide mais surtout pleine de contrastes. C'est exactement ça, la cuisine de saison, des produits simples au bon moment qu'on assemble sans en faire trop. Le pamplemousse pour la fraîcheur, les jeunes pousses pour le vert et la vivacité, les fruits secs pour la gourmandise, une recette qui fait le lien entre hiver et printemps. Et puis c'est aussi une bonne excuse pour redécouvrir ce fruit qu'on croit connaître, parce qu'en cuisine parfois il suffit juste de changer un peu le regard ou bien la cuisson pour transformer complètement une habitude. Dans 5 minutes environ, on va faire le flash des informations locales. Mais avant, on écoute La Clé, une nouveauté signée Yalisco. 8h40, bon début de journée à tous. Une
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Lignes 9 et 19 au Havre, des bus pas comme les autres pour la journée mondiale de l'art. À l'occasion de la journée mondiale de l'art qui se déroule aujourd'hui, le service de transport en commun LIA affecte ses bateaux-bus aux lignes 9 et 19 au Havre toute la journée. L'occasion de faire rimer voyages et balades artistiques. L'IA annonce que des tickets de transport à l'effigie des bateaux-bus seront bientôt disponibles sur les distributeurs aux stations de tram. Job d'été 2026 à Gonfreville-Lorcher, un forum pour décrocher un contrat saisonnier. À Gonfreville-Lorcher, le forum Job d'été revient demain de 13h à 18h à la salle des fêtes Arthur Fleury pour aider les 16-30 ans à trouver un emploi saisonnier. Entre job dating, offres d'emploi et conseils, recruteurs et jeunes candidats se rencontreront. Attention, les organisateurs précisent que les candidats doivent se munir d'un CV. Au Havre, découvrez un bunker allemand secret et rarement accessible au public. Invisible depuis la mer et dissimulé sous les silex, le poste de commandement chef de co ouvre exceptionnellement ses portes ce samedi à 16h et 17h. 2 visites rares pour explorer ce bunker méconnu, installé au cœur du lycée Jeanne d'Arc du Havre. Elle sera animée par l'association Le Havre Histoire et Patrimoine. D'autres dates seront prévues en juin. Prévoyez également des chaussures adaptées. Le Havre, le chanteur Pete Doherty en concert pour les 30 ans du McDead's. Ce samedi 18 avril, le pub McDead's fête ses 30 années d'existence en grande pompe. Groupes et artistes locaux seront présents dès 14h avant de finir la journée en beauté avec la venue de Pete Doherty. Entrée libre à partir de 14h. La ville de Duclair lance un appel à participation pour une exposition photo. À vos appareils photo, la ville de Duclair lance un appel à participation pour la future exposition estivale Duclair en images, regards croisés. Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 15 mai à la mairie de Duclair. Aucune condition d'âge n'est requise. Par contre, pour les mineurs, une autorisation parentale pourra être demandée. Le vernissage aura lieu le vendredi 26 juin à 17h30 sur la péniche de Duclair. 8h47 désormais sur Westrack. Après les infos, on fait donc la météo. Aujourd'hui au Havre, le ciel restera assez variable tout au long de la journée, même si de belles éclaircies devraient faire leur retour dans l'après-midi. Bonne nouvelle, aucun risque de pluie n'est attendu. Côté température, elles oscilleront entre 9 et 16 degrés, soit environ 3 degrés au-dessus des normales de saison. D'après les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui. Et du côté de la mer, une marée haute est attendue ce matin aux alentours de 11h. Elle laissera ensuite place à une marée basse un peu avant 18h, avant aussi un nouveau pic de pleine mer vers 23h15. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans l'agenda sortie qui arrive dans quelques minutes, je vais vous parler d'une sortie à faire en famille ce soir et qui change d'habitude. Je laisse un peu de suspense car je vous en parlerai après qu'on ait écouté le titre de Frank Moody, Driving on the Wrong Side of the Road. 8h49 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité.
I'm a fish out of water. I'm a pineapple on a sea of dough. I'm a fool to 40, up 120 is the way you flow, you flow, you flow, is the way you flow. 'Cause I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go home. I'm a fish out of water, and I'm far from home. I'm a pie in a sweet shop. I'm your garden gnome. I'm a fool for your sweet shop. I'm a sucker for your taste. I'm a fly in a punch bowl, but I know my place. And now it's time to go home. And now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong side of the road for too long. I've been driving on the wrong side of the road for too long, and now it's time to go. I've been driving on the wrong. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Le printemps s'installe, les journées s'allongent, une bonne occasion de sortir ou ressortir les chaussures de randonnée et partir à la découverte des environs. Pour les vacances d'avril, le service tourisme et culture de la communauté de communes Campagne de Caux propose donc Côté Nuit. 4 rendez-vous gratuits pour découvrir la campagne de Caux la nuit ou au crépuscule avec 4 thématiques différentes, du patrimoine, de la nature, des étoiles, des loups-garous, de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies. Et si ce soir, le temps d'une promenade, on ouvrait grand les oreilles. Au fil d'un parcours de 3,2 km dans Bretteville du Grand Caux, vous prendrez le temps d'écouter ce qui vous entoure. Les pas sur le chemin, le vent dans les arbres, un clocher au loin. Autant de petits sons du quotidien auxquels on ne prête pas toujours attention. La balade sera ponctuée de jeux d'écoute, d'un moment pour jouer avec les phonèmes et d'une découverte tout en douceur du massage sonore. Une invitation à se laisser surprendre, à expérimenter et à partager. Rendez-vous à 19h45 à Bretteville du Grand Caux, parcours de 3,2 km à partir de 7 ans. Une promenade vivante et accessible à tous pour explorer la ville, le village autrement, les oreilles en éveil. C'est gratuit, mais attention, réservation obligatoire au 02 27 30 39 62, car le lieu exact du rendez-vous vous sera donné au moment de la réservation. Déjà 8h54, le Réveil à l'Ouest arrive bientôt à sa fin. Alors pour ne pas se quitter comme ça, Westrack vous fait découvrir Le Loup, titre de Griff
partenariat Ferrarock de la semaine. Le duo était d'ailleurs en concert au Tetris mardi dernier. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le loup de Griffe sur Westrack Radio. Rectification, tout à l'heure je vous ai dit que le groupe était en concert mardi dernier au Havre, mais il s'agissait de Chaton Laveur et Bibi Club, les partenariats Ferrarock de la semaine encore précédente. Donc voilà, il y a eu une petite confusion, donc je préférais mettre ça au clair. 8h59 et voilà, votre matinale est finie. Rendez-vous demain dès 8h et jusqu'à 9h pour la dernière matinale de la semaine. Le flash des informations nationales et internationales arrivera à 10h et à midi. Moi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite car je serai avec vous de 14h à 17h cet après-midi. Allez,
Belle matinée tout le monde, c'était Margot. Je vous dis donc à tout à l'heure et pour l'instant je vous quitte en musique avec You Go Girl de Sparkle Division et ensuite vous serez avec Chloé jusqu'à midi.